Bien, on va commencer le premier débat du stand de la gauche républicaine et socialiste pour cette journée. Bienvenue à toutes et tous. Le sujet du débat sera le marché de l'électricité et comment tout a déraillé. Et pour en débattre, j'ai du coup à mes côtés Laurent Mirmont qui est co-animateur du Polydé de la GRS et David Kayla qui est économiste et dont les bouquins sont sur le stand de la librairie juste à côté. Il vous fera un plaisir de les dédicacer. Pour entrer dans le vif du sujet, d'abord, je vais donner 3 chiffres clés qui vont illustrer un petit peu la situation dans laquelle on se trouve sur le marché européen de l'électricité. Si on regarde en 2021, pour le prix de gros pour le mégawattheure, il s'échange à 50 €. En 2022, un an plus tard, jour pour jour, il s'échange à 222 €. En 2023, cette année, on vise à peu près les 1 000 €. Donc on a une croissance absolument incroyable du prix de l'électricité et nous on va essayer de détricoter le pourquoi on a cette augmentation et faire un peu l'exégèse et l'origine de ce marché européen de l'électricité qui a totalement déraillé. Dans une deuxième partie, on verra justement les rapports de force et la façon dont le spectacle, le paysage actuel s'est mis en place dans un contexte de guerre en Ukraine, incertitude par rapport au gaz russe, etc. Et troisièmement, on verra les préconisations que nous donneront justement Laurent Mirmont et David Kayla sur la façon dont on peut régler le sort de ce marché de l'électricité qui pose bien des problèmes à la fois pour des particuliers et pour les entreprises. Je laisse tout de suite la parole donc à David Kayla qui va revenir sur l'origine de ce marché. Oui, bonjour à tous, merci Hugo pour cette présentation. Alors évidemment, c'est un sujet qui est à la fois technique et politique. Mais je voudrais commencer par le politique. C'est-à-dire qu'on avait en France et dans d'autres pays, alors d'abord en Europe, les marchés de l'électricité étaient régulés de manière tous différents. Tout différemment. Il n'y avait pas de modèle unique de marché de l'électricité, chaque pays avait son histoire. Et l'histoire française, c'était quand même la nationalisation d'EDF et le monopole public. Et ça, en fait, on peut considérer que l'origine de la transformation des services publics en général en Europe, c'est quand même donc le traité L'acte unique de 1986 qui va chercher à créer le marché unique, c'est-à-dire à avoir pour principe d'organiser la concurrence dans des secteurs qui auparavant étaient protégés par le monopole public. Et cette idéologie, parce qu'il s'agit d'une idéologie donc, du néolibéralisme, c'est de dire qu'il faut que l'État intervienne le moins possible, il faut que la concurrence soit le moins faussée possible, eh bien ça a conduit à tout un ensemble de privatisations, en commençant par le secteur aérien, la télécommunication, l'énergie, et aujourd'hui même les dernières libéralisations, c'est le transport de voyageurs ferroviaires. Alors la libéralisation du marché de l'électricité, elle a posé de multiples problèmes, puisque c'est un marché qui est très spécifique. Alors d'abord, le principe de la libéralisation a été pris en 1986, mais la France s'est longtemps opposée à la libéralisation, à la mise en œuvre de la libéralisation au sein des autres espaces européens, et tellement que ça a beaucoup agacé la Commission européenne, parce qu'il n'y avait pas de directive qui encadrait le processus de libéralisation. Finalement, il y a eu des directives qui ont été adoptées d'ailleurs sans sous-Jospin, et qui ont été mises en place en 2004, il me semble, 2007, avec la loi NOM, donc la loi de l'organisation du marché de l'électricité. Et en fait, en France, on avait un problème, c'est que organiser la concurrence, c'était quasiment impossible. Pourquoi ? Parce que EDF produit de l'électricité à bas coût et que notre électricité était trop peu chère pour permettre à des concurrents d'être compétitifs. Et donc on a, à l'occasion de la loi NOM, instauré un système qui permet aux distributeurs d'électricité d'acheter de l'électricité à EDF à un tarif privilégié, c'est-à-dire en dessous du coût de production en réalité, à 42 €, c'est ce qu'on appelle le mécanisme AREN. L'accès au nucléaire historique, c'est-à-dire qu'on a considéré que le fait qu'il y avait des centrales nucléaires qui avaient été largement amorties était un avantage pour EDF, et que de ce fait, les concurrents ne pouvaient pas bénéficier de cet avantage, donc il fallait qu'ils puissent bénéficier d'une partie de la production nucléaire d'EDF à un tarif de 42 € le mégawattheure,
qui était très faible. Et tout à l'heure, tu as rappelé les chiffres, effectivement, pendant longtemps, les prix du marché de l'électricité étaient aux alentours de 50 euros. Alors ça, déjà, ça a évidemment fait grincer des dents, parce que ça veut dire que EDF perdait de l'argent. La loi lui obligeait à perdre de l'argent, puisqu'avant la perte à des distributeurs. Alors ici, il faut aussi rappeler que l'organisation du marché de l'électricité, ce n'était pas quelque chose qui allait de soi du tout. Et que pour l'organiser, on a pris un schéma qui est celui, on va dire, des fruits et légumes. Alors, comment fonctionne le marché des fruits et légumes? Vous avez des producteurs d'un côté, les agriculteurs, vous avez des grossistes qui achètent aux agriculteurs, et puis on a des détaillants qui ensuite vendent aux consommateurs. Eh bien, il faut comprendre que le marché de l'électricité est fondé sur le même modèle. C'est-à-dire qu'on a des producteurs d'électricité, EDF, et puis des producteurs alternatifs qui ont des éoliennes, qui ont même des barrages, qui ont des centrales à gaz ou à charbon. L'un des premiers producteurs alternatifs, c'est Engie, puisque avec la privatisation d'Engie, eh bien, il est parti avec des centrales à gaz, en fait, qui étaient construites par GDF à l'époque, et puis qui allaient dans le patrimoine d'Engie. On a Total Energy, et puis on a d'autres petits producteurs. Et donc ces producteurs, eh bien, ils doivent vendre à des grossistes, c'est-à-dire à des gens sur un marché de gros, dans lesquels les distributeurs vont acheter les mégawattheures ou les gigawattheures sur ce marché de gros à un tarif de marché. Et ensuite, on a un troisième opérateur qui est très important, qui est le transport. L'électricité ne se transporte pas en camion comme les fruits et légumes, mais se transporte avec des lignes haute tension. Donc ça, c'est RTE qui le gère. Et puis, avec la moyenne tension et la basse tension, donc c'est jusqu'aller jusqu'au consommateur, et ça, c'est Enedis. Donc on a en fait 3 types d'opérateurs, je répète, donc les producteurs, les gestionnaires de réseau qui sont des monopoles publics, parce que le réseau reste un monopole public, mais divisé lui-même en deux, RTE, les hautes tensions et Enedis qui va jusqu'en bas, et puis les distributeurs. Et alors, là, la question qu'on peut se poser, c'est à quoi servent les distributeurs dans ce système? Puisque, a priori, quand on est sur des fruits et légumes, on comprend bien que le distributeur, c'est lui vers lequel on achète, il a toute une logistique qu'il organise lui-même, sauf que là, l'électricité, le distributeur n'organise pas la logistique. C'est Enedis et RTE qui organisent la logistique de transport d'électricité des monopoles publics. Et donc, quelle est la valeur ajoutée du distributeur? En fait, la seule valeur ajoutée qu'il a, c'est la tarification. C'est-à-dire qu'il va tarifer aux entreprises d'abord, parce que c'est elles qui ont libéralisé en premier, et aux ménages. Et il va tarifer selon des contrats qui peuvent être totalement libres. Et il va tarifer quoi? Eh bien, l'électricité qu'il va acheter. Alors, il y a 2 manières de l'acheter. Il a 2 manières d'acheter l'électricité. Par des contrats à moyen et long terme, et puis sur le marché, ce qu'on appelle le marché spot, c'est-à-dire le marché de l'immédiat. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut comprendre un dernier truc, et pardon, c'est un peu technique, mais il faut qu'on ait tous les éléments pour comprendre le mécanisme. Il y a un problème avec l'électricité, c'est que l'électricité ne se stocke pas. L'énergie peut se stocker, c'est-à-dire qu'on peut avoir des barrages qui stockent de l'énergie hydraulique, mais le fait de transformer cette énergie hydraulique en électricité, ça doit être consommé immédiatement et transporté jusqu'au consommateur. Et pour résoudre ce problème, eh bien, on a considéré qu'il fallait avoir des systèmes d'incitation, c'est-à-dire un tarif d'électricité qui varie en fonction de l'offre et la demande, c'est-à-dire quand on est en surproduction, le tarif va baisser, et quand on est en surdemande, en sous-production, eh bien, le tarif va augmenter pour inciter les producteurs à produire de l'énergie lorsqu'il en manque. Alors, ce mécanisme, vous comprenez tout de suite qu'il est d'une grande complexité, mais il implique en fait 2 prix. Un prix à long terme, donc on contracte avec les producteurs sur du long terme et on essaye ici d'avoir des prix à peu près raisonnables, et un prix à court terme qui est quand on a une demande qu'on n'a pas prévue, qui dépasse ses attentes, eh bien il va falloir qu'on achète très cher cette fois-ci sur le marché au spot, c'est-à-dire immédiat, l'électricité qui nous manque. Et les
les distributeurs d'électricité, eh bien, ils passent des contrats à long terme avec EDF, par exemple, et puis ensuite, ils vont acheter sur le marché spot l'électricité qui leur manque en fonction des besoins, parce que bien sûr, en fonction de la météo, eh bien, on a des demandes, des pics d'électricité qui ne sont pas toujours prévisibles. Alors, ce mécanisme-là, eh bien, il a pour effet alors, d'abord, politiquement, il était mis en place parce que on voulait harmoniser les prix au sein de l'Union européenne, les prix de l'électricité, pour éviter qu'il y ait des entreprises qui payent leur électricité 3 fois moins cher que dans d'autres pays, parce que c'est un avantage compétitif qu'on considérait comme indu. Alors vous connaissez que le principe de l'Union européenne, c'est qu'il faut une concurrence libre et non faussée, que non faussée veut dire que l'État n'a pas le droit de subventionner, mais non faussée veut dire que les productions doivent être les mêmes. Par contre, si on fait du dumping fiscal ou du dumping social, là, ça ne pose pas la concurrence. Donc il y a déjà une perversité dans le principe même de non faussé, parce qu'en fait, on peut fausser des choses dans la fiscalité, mais par contre, il faut que le coût de l'énergie soit le même partout pour que la France n'ait pas un avantage, notamment sur l'Allemagne, avec des entreprises qui deviennent plus compétitives parce qu'elles achètent l'électricité moins chère. Donc c'est l'Allemagne qui a quand même poussé pour libéraliser le marché de l'électricité et qui aujourd'hui est extrêmement réticente, mais Laurent reviendra à revenir sur ce mécanisme, parce que les industriels allemands qui sont très consommateurs d'énergie, eh bien eux, ils payaient plus cher. Alors pourquoi ils payaient plus cher? Parce qu'ils payaient l'énergie au prix du gaz. Nous, bien sûr, en monopole public, eh bien, on tarifait l'électricité à un coût proche du coût moyen. Alors il faut savoir que le coût moyen de production d'électricité en France, c'est entre 50 et 60 euros. Mais les Allemands, ils payaient beaucoup plus cher. Et ça les embêtait. Alors, le mécanisme qui a été trouvé donc, par les Allemands et par les Européens, sur lequel on s'est mis d'accord, c'est un mécanisme qui dit, eh bien voilà, on a un régulateur de l'électricité qui doit, à chaque fois qu'il voit un manque, une sous-production électrique, à un instant T, pour éviter le blackout, eh bien il va proposer des tarifs qui seront de plus en plus élevés, de manière à ce que les producteurs puissent mettre en marche leur centrale. Donc c'est ce qu'on appelle le principe de la tarification marginale. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que, comme les coûts de production sont différents, si on a une centrale nucléaire, si on a une centrale hydroélectrique, si on a une centrale à gaz ou à charbon, eh bien il faut que le prix du marché de l'électricité permette toujours au dernier appelé d'être rentable. Je prends un exemple pour que ce soit clair. Imaginez que vous avez une centrale à gaz dont le coût de production du mégawattheure est de 300 € le mégawattheure. Pourquoi? Parce que le prix du gaz est élevé. Eh bien, vous ne pouvez pas lui demander de produire si le tarif au spot, c'est-à-dire le tarif de l'électricité, n'est pas au moins égal à 300 € le mégawattheure. Et ici, il faut comprendre une chose, c'est que EDF produit de l'énergie nucléaire à 50 € le mégawattheure, donc ils feront beaucoup de profit, mais ce n'est pas ces 50 € de mégawattheure d'EDF, le coût de production d'EDF, qui va déterminer le prix de marché. Ce qui va déterminer le prix de marché, c'est le coût de production du moins efficace de tous les producteurs, de manière à ce que lui puisse accepter de vendre son électricité. Et c'est ça qui fait exploser les prix. Et c'est la raison pour laquelle on dit que le prix du marché de l'électricité, il est indexé sur le coût du gaz. Il faut comprendre qu'il n'y a pas une règle qui dit qu'il faut indexer le prix de l'électricité sur le coût du gaz. Ce n'est pas lié à une règle, c'est lié à un dispositif technique qui fait que les centrales à gaz sont les plus onéreuses de toutes. Et donc quand il y a un pic de demande, eh bien, il faut mettre en place, il faut allumer les centrales à gaz. Et allumer les centrales à gaz, ça veut dire avoir un prix de marché qui soit supérieur au coût de production des producteurs d'électricité au gaz. Et là s'ajoute un deuxième élément que les économistes de l'électricité n'ont jamais compris, n'ont jamais pris en compte, et qui est à mon avis central. Les derniers appelés, ce sont ceux qui, s'ils n'allument pas leur centrale, peuvent engendrer un blackout. Et donc ils ont un pouvoir de négociation très fort sur le régulateur. Je veux dire par là que si le régulateur n'arrive pas à convaincre le producteur d'électricité qui a une centrale à gaz d'ouvrir sa centrale à gaz, eh bien, il y a une blackout et le régulateur est condamné. C'est un truc, il y a un effondrement, ça disjoncte complètement, il n'y a plus d'électricité, il y a des hôpitaux qui doivent fermer parce qu'ils n'ont plus d'électricité. Et donc ça veut dire que celui qui arrive sur le marché et qui voit qu'il y a une forte demande, qu'il y a un pic
de demande d'électricité, et il peut produire à 300 € le mégawattheure. Mais il doit aussi amortir ses coûts fixes. S'il vend au coût de production, jamais il amortira ses coûts fixes. Par ailleurs, il a pour but de faire du profit, et vous comprenez bien qu'un commerçant qui vend au coût de production, il ne fait aucun profit. Et donc la réalité du marché de l'électricité, c'est que justement certes le prix du gaz détermine le prix du marché de l'électricité, mais le prix de vente d'une centrale à gaz n'est jamais le coût de production d'un mégawattheure en gaz. Donc si on reprend l'exemple tout à l'heure, c'est 300 € du mégawattheure pour produire qu'il n'y a pas de corrélation avec une centrale à gaz, eh bien il ne va pas demander 300 €, il va demander 1000 €. Il va demander 3 fois le coût de production. Parce que vous comprenez bien qu'investir dans une centrale à gaz qui va ne marcher qu'au moment des pics de production, eh bien ça n'est pas rentable. Et donc il y a aussi un mécanisme totalement pervers qui n'a été pas du tout vu par les économistes de l'énergie, qui est que la seule raison pour laquelle quelqu'un pourrait vouloir construire une nouvelle centrale à gaz, qui va fonctionner 10 jours par an, et pas à toutes les heures de la journée, c'est qu'il pense qu'il va gagner beaucoup d'argent les quelques heures où il rend sa centrale à gaz. Et c'est la raison pour laquelle le prix du gaz a pu augmenter un peu, mais le prix de l'électricité a augmenté beaucoup. Parce qu'il y a un effet de capture du régulateur, ce qu'on appelle capture du régulateur par les producteurs de gaz, dont c'est le calcul économique. Et entre parenthèses, ça explique le fait qu'il y ait peu d'éoliennes en France par rapport à l'Allemagne, parce que les industriels qui produisent des éoliennes, eh bien, les éoliennes, c'est un coût de production marginal zéro. C'est-à-dire que vous avez installé l'éolienne, et elle va durer 20 ans, mais il y a des coûts fixes, mais après, il n'y a plus de coûts de maintenance très faibles, de bon coût de maintenance, il n'y a pas d'énergie à consommer. Donc l'éolienne, ça gagne de l'argent, quel que soit le tarif de l'électricité, à partir du moment où ça amortit les coûts fixes. Mais quand vous avez un pays comme la France, avec un tarif de l'électricité, tu l'as rappelé Hugo, de 50 € mégawattheure, et en Allemagne, c'est 100 € en moyenne le prix du marché du mégawattheure d'électricité. Où est-ce que l'industriel intelligent va poser son éolienne? En Allemagne et pas en France. Ça veut dire qu'il y a eu des investissements de producteurs privés dans la production d'électricité en matière d'ENR et éolienne en Allemagne, et en France, vu que le tarif d'électricité était 2 fois moins cher, il n'y avait aucun intérêt, même si c'était rentable, de poser des éoliennes en France alors qu'on pouvait les poser en Allemagne. Ça, on ne le dit jamais. Mais si les éoliennes se sont moins développées en France qu'en Allemagne, c'est simplement parce que l'électricité n'est pas assez chère pour que ce soit intéressant de développer les éoliennes. Et donc ça a entraîné aussi une conséquence, qui est qu'il y a eu un sous-investissement de la part des producteurs privés dans la production d'électricité. Ce sous-investissement, il n'a pas été compensé par un investissement important d'EDF, parce qu'EDF n'arrivait pas à faire des marges en raison des tarifs faibles, mais aussi en raison de l'AREN, qui l'obligeait à revendre son électricité à un tarif inférieur au coût de production. Et donc, la France, pendant 15 ans, elle a sous-investi dans la production d'électricité. Et c'est la raison pour laquelle, quand il y a eu la crise du gaz, mêlée à ce qui s'est passé, c'est-à-dire on s'est aperçu qu'il y avait des corrosions de certaines canalisations dans les centrales nucléaires, donc on a fermé les centrales nucléaires au pire moment, et là, les tarifs ont explosé, et le fait d'avoir sous-investi dans l'offre productive, eh bien, a eu des effets de multiplier le tarif de l'électricité pour tout le monde. Et voilà, donc ce mécanisme de tarification de l'électricité, il est extrêmement pervers parce que il fait que la France, qui a un coût moyen de production à 50-60 €, vend son électricité. Alors le tarif régulé de l'électricité, sachez que c'est 200 € le mégawattheure. Alors bien sûr, il faut engendrer le coût de transport, voilà. Mais en réalité, on est dans le tarif régulé bien plus important que les coûts. Et dernier élément, parce que je suis un peu long, mais on y reviendra sur les questions bien sûr tout à l'heure. Ah bah j'ai oublié ce que je veux dire, mais peu importe, on va s'arrêter là. Oui, non, mais j'ai oublié ce que je veux dire. Voilà. Ça va te revenir. On va revenir. Tu as parlé de blackout. Oui. C'est une situation possible justement sur le marché de l'électricité européen. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait effectivement se passer si ce marché n'est pas régulé? Alors le blackout, on a failli avoir un blackout en France si la consommation d'électricité n'avait pas baissé.
Parce que il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché européen de l'électricité, c'est un marché qui sert à tarifer, à déterminer un prix de marché pour l'électricité. Il n'empêche pas les échanges. C'est-à-dire que cette année, cet hiver, la France a énormément importé d'électricité des pays voisins. Et pas que de l'Allemagne d'ailleurs, de tous les pays. Parce qu'on avait une sous-production du nucléaire. Et si on a importé, c'est pour éviter le blackout, justement. Et on l'a importé très cher. Et ça, c'est un peu normal. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de dire. Les producteurs les producteurs d'électricité qui produisent à 0 € le mégawattheure quand ils ont une éolienne qui tourne toute seule, eh bien, ils vendent à 1 000 € au prix du marché. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait des profits énormes. Et le gouvernement français a mis en place une taxe, ça a été fait dans le cadre de l'Union européenne, l'euro y reviendra peut-être, une taxe de profits inframarginaux. C'est-à-dire qu'on a considéré que, vu que les prix d'électricité avaient explosé, il fallait évidemment taxer ces surprofits. Bon, ils ont taxé, alors on n'a pas taxé 100% des surprofits, mais c'est un problème, on a taxé une proportion, et ça va rapporter cette année au gouvernement français 15 milliards. Donc 15 milliards d'euros réalisés sur les producteurs d'électricité qui vendent à 1 000 € quelque chose qui leur coûte 0. Et ça, c'est la conséquence de ce mécanisme-là. Et on dit jamais on pense que l'État a beaucoup payé d'argent pour assurer le bouclier fiscal, le bouclier énergétique, et en fait, il a gagné beaucoup d'argent également. Et donc, il y a aussi un peu une arnaque dans le bouclier énergétique qui nous est vendu. Une arnaque et une irrationalité. Et justement, ce marché européen de l'électricité, il y a eu on a Jean-Pierre qui a pris la parole à une équipe de reprise pour parler d'une réforme de ce marché. Ça a engagé également un rapport de force, parce que, comme je l'ai dit, on a les économies d'énergie qui ne se poursuivent pas du tout de la même manière entre le pays de l'Allemagne, la France, etc. Et donc, dans un pays comme la France, il y a un parc nucléaire assez conséquent et un mix énergétique qui repose quand même 70% encore le nucléaire aujourd'hui. Oui, c'est ça. Le nucléaire, 60. Voilà, on a des débats sur la. C'était ça avant, mais ça a baissé. Donc, ça me permet de passer la parole à Laurent qui va revenir sur le contexte plus actuel, moins la façon dont le marché de l'électricité est constitué, mais pourquoi, dans un contexte justement de guerre en Ukraine, on a eu cette flambée des prix et la rapport de force que ça entraîne. Oui, merci Hugo, merci David. Alors, avant d'en revenir aux projets de réforme qui ont été portés par une commissaire allemande, je voudrais d'abord rendre un très vibrant hommage à un ingénieur français, à savoir Marcel Boiteux. Marcel Boiteux a dirigé EDF dans les années 70. C'est un des précurseurs de l'introduction de l'énergie nucléaire en France. C'est à lui qu'a été confiée la mission de doter la France en capacité nucléaire. Et c'est grâce à lui que ce programme qu'on estimait impossible à réaliser dans les temps, l'a pourtant été, la France passant de 0 réacteur nucléaire en 1975 à 58, 20 ans plus tard. Ce qui est une performance absolument incroyable et qui a été supervisée par Marcel Boiteux, donc, qui nous a quittés à l'âge de 101 ans, il y a quelques jours, et à qui je voulais rendre hommage. Alors maintenant, si on passe à la situation dans laquelle nous sommes, en gros, depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine, mais qui n'est pas directement corrélé à la guerre en Ukraine. Attention, parce que ça avait commencé avant, en réalité. En fait, la situation dans laquelle on est, et ça a été parfaitement esquissé et décrit par David, c'est celle d'un prix de l'électricité qui, en gros, qui est indexé sur les hydrocarbures. Parce que, bon, c'est vrai que c'est un peu une facilité de langage, comme tu l'as bien dit, de dire que le prix de l'électricité est indexé sur le gaz, mais en réalité, c'est effectivement ça. Or, sur quoi est indexé le prix du gaz ? Le prix du gaz, alors il peut être indexé sur des phénomènes totalement imprévisibles comme l'éclatement de la guerre. On se passe du fournisseur russe, on doit aller chercher en catastrophe des amis aux États-Unis qui nous le fournissent pas à prix d'amis, leur gaz, ils le fournissent très cher, x4. Et puis je ne vous parle même pas de l'empreinte carbone, ou alors on va chercher des amis qui partagent nos valeurs, n'est-ce pas ? Par exemple, dans les pays du Golfe, on passe un partenariat stratégique avec le Qatar pour qu'ils nous fournissent du gaz naturel liquéfié, et tout ça à des prix totalement exorbitants.
Mais il y a un arrière-fond, c'est pas la guerre en Ukraine, c'est en gros la loi du marché, les conditions de la mondialisation et du développement des pays émergents qui font un prix des hydrocarbures qui tend à la hausse et dont l'expression s'est manifestée avec brutalité en sortie de Covid. C'est-à-dire qu'en sortie de Covid, on déconfinait, les usines se remettaient à tourner. Vous savez bien les goulets d'étranglement qu'il y a eu, les ruptures d'approvisionnement et surtout les hausses de prix. Et les hausses de prix, c'est pas que sur des produits finis comme, je sais pas moi, des semi-conducteurs, etc., qu'on avait eu du mal à se procurer, ou des ordinateurs, etc. Les premiers prix qui ont été affectés par le redémarrage post-Covid, c'est les prix des hydrocarbures. Et le prix du mégawattheure a commencé à exploser à ce moment-là. Alors évidemment, si vous rajoutez la guerre en Ukraine, là c'était... Alors on était mort, parce que avant la guerre en Ukraine, les mégawattheures de gaz et donc d'électricité, pour aller vite, il était en gros à x3, x4 par rapport à la situation antérieure. Mais attention, la situation antérieure de prix bas de l'électricité, elle prévalait aussi avant les confinements. C'est-à-dire qu'on avait des prix relativement bas dans les années 2010. Donc d'une certaine façon, ça a arrangé un petit peu tout le monde. Et en sortie de confinement, on passe dans un nouveau monde qui accélère encore plus vite avec l'éclatement de la guerre en Ukraine. Et moralité, à l'été 2022, on se retrouve avec, sur le prix spot, des prix du mégawattheure de 1000, 1500, 2000 euros le mégawattheure. Et pour tous ceux qui ont eu l'idée géniale, y compris parce qu'ils étaient contraints et forcés, parce que les tarifs réglementés disparaissent pour les PME, de sortir des tarifs réglementés, et notamment l'artisanat, mais aussi un certain nombre de consommateurs qui ont été alléchés par les offres des concurrents d'EDF, qui profitaient de tout ce système de tarification, des prix de l'AREN, etc., ça a été la douche froide. Ce qui fait que, on a dû mettre en place, effectivement, comme tu l'as dit en fin d'intervention, des boucliers tarifaires en catastrophe qui coûtent une fortune. Parce que, certes, l'Union européenne prévoit la possibilité de prélever un petit peu sur les surprofits des énergéticiens pour financer des mesures de régulation des prix pour que la facture soit pas trop horrible à supporter, même si elle a été dans d'innombrables cas, mais ça ne suffit pas pour compenser le delta qu'il y a entre la situation ex-ante et la situation dans laquelle on a été plongé du fait de la sortie de confinement et de la guerre en Ukraine. En réalité, en 2023, l'État a budgété 45 milliards d'euros au titre du bouclier tarifaire. Le truc qui nous permet un petit peu de surnager et que d'autres pays d'ailleurs ne sont pas forcément en mesure de se payer. D'ailleurs, est-ce que nous, on est en mesure de nous payer vu la dette supplémentaire que ça provoque? Et effectivement, comme l'a dit David, sur ces 45 milliards, il y a à peu près un tiers, c'est ça, qui viennent de la taxation des surprofits. Voilà. Mais la différence pour le contribuable de notre poche, là, c'est quand même plus 30 milliards. Tout ça pour payer un prix du mégawattheure qui, si on était sur un marché national ou une concurrence entre les marchés nationaux au sein de l'Union européenne, nous coûterait 50 à 60 euros le mégawattheure. Tout ça pourquoi? Parce que c'est quoi notre mix énergétique? Le mix énergétique de la France, c'est de l'hydraulique, 20 euros le mégawattheure. C'est du nucléaire amorti, même pas 40. C'est du nucléaire pas encore amorti, entre 50 et 60. C'est une demi-douzaine de PR, plus des investissements à financer pour rallonger la durée de vie des centrales. Et donc, si on raboute tous ces coûts, tous ces surcoûts supplémentaires et qu'on les met dans le mégawattheure nucléaire, on arrive à 70-80. C'est-à-dire, dans la pire des hypothèses, et aussi, on a aussi une partie en renouvelable. On a du solaire, on a pas mal de gigawatts de production installée en éolienne, même si on se fait toujours accuser d'être en retard, on se fait toujours mettre à l'amende parce qu'on ne plante pas suffisamment d'éoliennes. Toujours est-il qu'on en a quand même beaucoup. Et
rien qu'en utilisant ces 3 sources d'énergie, ben on est autosuffisant en fait, hein, parce que les problèmes de corrosion et d'indisponibilité d'une partie des réacteurs nucléaires, ça a été sur 2021 et 2022, mais maintenant c'est réglé. Tout ou la quasi-totalité, enfin, je sais pas, sur 56 réacteurs, il doit y en avoir 53 d'opérationnels qui tournent, quoi, hein. Eh bien, ça nous permet d'avoir notre électricité sans qu'on ait besoin de faire appel à quiconque pour fournir ce fameux surplus qui permet d'éviter le blackout. Donc on n'est pas du tout en danger de blackout en France. On n'est tellement pas en danger de blackout en France qu'on exporte une partie de notre électricité, et c'est à qui qu'on l'exporte? Je vous le donne en mille, à l'Allemagne. Et c'est là que se pose la question du mix énergétique. Parce que il faut évidemment encourager, et l'Union européenne ne s'en prive pas, avec le soutien actif d'une partie des États membres, mais aussi d'une partie du champ politique, au Parlement européen, le soutien actif des écologistes. Il faut soutenir les énergies renouvelables, l'éolien et le solaire en tout premier lieu, même s'il faudra aussi penser à un moment, et d'ailleurs on y pense, hein, il y a des plans de développement industriel qui sont mis en place pour développer l'hydrogène propre, c'est-à-dire l'hydrogène qui est produit par électrolyse à partir d'électricité non carbonée. Donc c'est ça le mix d'énergie renouvelable qu'il faut absolument promouvoir, mais seulement dans une certaine mesure. Parce que la difficulté dans laquelle on se trouve, c'est que du fait de son caractère totalement intermittent, que ce soit sur le solaire ou sur les vents, eh bien, la production d'énergie renouvelable d'électricité renouvelable n'est pas corrélée aux capacités installées. Ce qui fait que, par exemple, vous avez en Allemagne des dizaines de gigawatts de puissance installée qui sont dans les éoliennes, qui sont dans les panneaux solaires. Par exemple, en Espagne, il y a beaucoup de solaire. Et d'ailleurs, c'est plutôt une bonne idée, parce que l'Espagne, c'est plutôt un pays ensoleillé. Mais pour ce qui concerne le vent, il n'y a pas toujours du vent. Et même dans la saison chaude, il n'y a pas toujours de la lumière. Il y a des nuages qui empêchent la lumière de passer. Ce qui fait que, par exemple, cet été, on s'est retrouvé en Allemagne avec une production d'éolien et de solaire, surtout d'éolien en Allemagne, hein, qui tendait vers rien, en fait, quasi rien, c'est-à-dire, je sais pas, 1/20 de la puissance installée produisait effectivement de l'électricité parce qu'il n'y avait que cette quantité de vent qui permettait de faire tourner le moulin. Et moralité, en raison de l'indisponibilité pour le coup des énergies renouvelables, eh ben, il a fallu pour les Allemands allumer les centrales à combustible fossile. Sauf que comme les Allemands, ils reposent essentiellement sur des centrales à gaz et qu'ils se disent aïe aïe aïe, si ça se trouve cet hiver va être froid, il faut économiser au max le gaz qu'on a réussi à stocker à l'arrache là, entre l'éclatement de la guerre en Ukraine et maintenant. Eh ben, à quoi ils font appel? À leur centrale à charbon. Moralité, pendant que le mix énergétique français émet 25 grammes de CO2 par kilowattheure produit, l'Allemagne émet 900 grammes. 900 grammes alors qu'elle a installé des tonnes de gigawatts de capacité d'énergie renouvelable. Ce qui fait que sur la question de l'organisation de la production d'électricité en Europe, ce sur quoi il faut réfléchir, c'est sur l'énergie non intermittente qui permet de suppléer quand il n'y a pas de soleil et quand il n'y a pas de vent. L'énergie non intermittente qui supplée en Allemagne, c'est le gaz. L'énergie non intermittente qui permet de suppléer en France, c'est le nucléaire. Et c'est là qu'il y a un conflit qui vire à l'absurde, parce que, effectivement, comme le disait David, nous, on ne peut pas profiter de l'avantage compétitif qui est procuré par ces installations électriques, de l'avantage compétitif et écologique, au passage. Hein. On ne peut pas en profiter à leur juste prix, pour les entreprises utilisatrices comme pour les consommateurs. Et quand il y a eu cette catastrophe
catastrophe industrielle en 2022, eh bien, tout le monde disait, et la Commission européenne en premier, disait, eh bien, on va essayer de trouver une réforme qui permette de rapprocher les prix payés à la prise électrique par le consommateur ou par l'entreprise des prix facturés par le producteur. C'était ça l'ambition de la réforme du marché de l'électricité. Et c'est à nouveau une défaite pour la France et à nouveau une défaite pour Macron qui, au niveau international, quand même, les accumule les unes après les autres, parce que Macron avait bien dit ça. Il avait dit la réforme du marché, il avait été suivi par le maire d'ailleurs, la réforme du marché de l'électricité permettra que, en gros, les Français payent une facture d'électricité qui soit en rapport avec le coût de production de l'énergie et de l'électricité française. Eh ben, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé parce que le système de tarification n'a pas été revu par la proposition de réforme. Il y a quelques ajustements qui ont été accordés pour accroître la place des contrats à long terme. C'est-à-dire que, en gros, l'État garantit un prix en achetant à l'avance aux producteurs comme EDF de grandes quantités qui permettent à EDF d'empocher tout d'un coup beaucoup d'argent. Donc ça permet de garantir un prix à long terme. Mais ça, c'est marginal par rapport à la manière dont, comme David l'a expliqué, le prix de l'électricité est fixé au jour le jour. Ce qui fait qu'on a une réforme qui ne s'attaque pas aux causes du problème et on a une réforme qui ne permet pas à la France de valoriser l'investissement que les générations qui nous ont précédés ont fait pour nous. C'est-à-dire une électricité très abondante, sûre et pas chère. Et ça permet pas de l'avoir. Ce qui est quand même assez incroyable, parce qu'on est dans une Union européenne qui nous dit concurrence libre et non faussée, concurrence libre et non faussée, mais qui d'un côté, mais qui de l'autre côté nous interdit, nous, les Français, qui avons un avantage concurrentiel, d'en profiter. Et donc, on va peut-être en venir aux préconisations. Moi, je pense qu'il n'y a plus qu'une seule solution possible, c'est sortir de cette manière de fixer le prix de l'électricité en Europe. C'est une parfaite transition, c'est ma question suivante. La question suivante, c'est justement, vous avez insisté sur le fait que la France était autosuffisante sur le plan énergétique. Qu'est-ce qui nous empêche maintenant de ne pas respecter ces règles du marché européen qui sont même pas régies par un traité européen en réalité? Et quelles sont vos préconisations? En fait, ce qui nous empêche de sortir du marché européen de l'électricité, c'est que nous avons signé, évidemment, il y a la loi, il y a les directives européennes et la Cour de justice de l'Union européenne qui impose la concurrence. Alors le vrai problème, c'est que la concurrence, c'est ça qui bloque tout. Il faut comprendre qu'il y a deux formes de concurrence dans le marché tel qu'il existe. La concurrence des producteurs et la concurrence des distributeurs ou des fournisseurs. On a une quarantaine d'entreprises qui fournissent de l'électricité. Mais il faut bien comprendre qu'elles ne produisent pas du tout cette électricité. Elles l'achètent aux producteurs sur le marché de gros, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors on nous dit qu'on est en concurrence parce qu'on peut avoir des contrats avec plein de petites entreprises qui toutes d'ailleurs parfois ont des arguments écologiques. Je vous vends l'entreprise de l'électricité verte. Alors il faut comprendre que ça c'est un mensonge parce qu'on est toujours accordé au réseau et on consomme tous la même électricité lorsqu'on habite dans le même endroit, quels que soient nos fournisseurs. Ce qu'on appelle l'électricité verte, c'est que les fournisseurs ont acheté des quotas verts. C'est-à-dire que les entreprises qui ont émis de l'électricité sous forme de ENR, par exemple, eh bien, elles ont émis un quota et le fournisseur achète. Donc c'est pas vrai que ceux qui ont des fournisseurs verts n'ont pas d'énergie nucléaire, par exemple. Ils ont la même électricité que tout le monde. Alors la concurrence aussi, elle se fait sur le plan du producteur. Et sur le plan des producteurs, eh bien, en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. Parce qu'aujourd'hui, 90% de l'électricité produite est produite par EDF et Engie, qui sont les opérateurs historiques. Les nouveaux opérateurs, c'est très très faible, c'est moins de 10% de la production d'électricité en France aujourd'hui. Et en fait, on a une concurrence qui n'est pas une vraie concurrence. Et alors pourquoi la concurrence oblige à cette forme de tarification? Parce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais je ne suis pas appesanti parce que c'était déjà très long, il faut que chaque producteur soit rentable. Il faut qu'il puisse vendre, puisque c'est un opérateur privé. Dans un monopole public,
l'opérateur, il a des centrales pas chères et des centrales chères. Et il peut vendre l'électricité à un prix inférieur à ce que coûte la production des centrales chères, parce que lui, il va finalement tarifer proche du coût moyen. C'est-à-dire qu'il va vendre l'électricité à 60 € de mégawattheure, par exemple, produire à 40 € avec le nucléaire amorti, et quand il y aura des pics de production, eh bien, il sera obligé de lancer des centrales à gaz, par exemple, qui produiront à 300 € le mégawattheure. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas assurer un blackout. Le blackout, c'est de sa faute. Dans le marché concurrentiel, chaque opérateur est autonome. Et donc, celui qui a une centrale à gaz, il ne peut pas vendre en dessous de son coût de production, sinon il fait faillite. Et c'est au régulateur, donc pas au producteur, de gérer, d'éviter le blackout, en faisant en sorte d'avoir un prix de marché qui fluctue pour être suffisamment attractif pour les moins efficaces. Et là se pose quand même une question, qui est que si on veut maintenir la concurrence, eh bien on n'a pas vraiment le choix que d'avoir un système qui fait varier considérablement le prix du gaz pour inciter les producteurs privés à produire, pas à perte, à produire en gagnant de l'argent. Alors, du coup, c'est absurde, parce que ça veut dire que l'électricité ne sera jamais vendue au coût moyen dans un marché en concurrence. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Or, le coût moyen, c'est le coût le plus efficace. C'est-à-dire, c'est ce qui devrait être fait. Entre parenthèses, le coût moyen, on a dit, c'est 50-60 € le mégawattheure, mais c'est pas ce qu'on peut vendre aux gens, parce qu'il faut aussi prendre en compte l'acheminement, le réseau. Donc, on peut dire que à peu près, le coût moyen devrait être aux alentours de 100 € le mégawattheure pour les consommateurs. Et ce coût moyen, on ne peut pas l'avoir dans un marché concurrentiel. Alors comment on pourrait faire? Alors il y a deux manières de le faire. La première manière, c'est non seulement de sortir du marché européen de l'électricité, mais surtout de sortir de la concurrence. C'est-à-dire dire, je nationalise tout, et je considère que l'électricité n'est plus un bien marchand, c'est un service public. Je sors des directives européennes, et tarife, l'État garantit un prix. Il ne garantit pas un prix qui maximise le profit, parce que là, il faut comprendre que l'électricité, c'est un bien indispensable. Donc il y a le producteur, s'il vendait l'électricité à 500 € le mégawattheure, il y aurait encore des acheteurs. Il y a l'élasticité de prix, comme on dit, elle est très très faible. Les gens, ils ont besoin d'électricité. Donc il n'est pas possible d'avoir un opérateur en monopole qui serait privé et qui chercherait à maximiser le profit. Sinon là, vous avez des tarifs qui explosent et des profits d'ailleurs qui explosent. Donc la seule manière de le faire, c'est d'avoir un producteur public national, c'est ce qu'on faisait auparavant. Mais dans ce cas-là, on est contraire aux règles européennes, puisqu'on sort non seulement du marché européen de l'électricité, mais de toutes les directives et de tout le principe du marché unique. Le paquet énergie. Voilà, donc on sort ça devient illégal. Alors moi je pense qu'il y a une autre solution plus maligne, ça serait que l'État intervienne comme régulateur, c'est-à-dire qu'il régule les prix. Et ça on peut réguler les prix, c'est pas interdit. Alors évidemment, mettons qu'on dit le prix de vente des producteurs serait de 70 €, plus le coût d'acheminement. Il est clair que les producteurs privés qui produisent au gaz ne peuvent pas être rentables. Et dans ce cas-là, on fait un mécanisme de péréquation. C'est-à-dire qu'on les subventionne. Et puis on taxe les producteurs qui produisent à un coût inférieur. Et l'État pourrait imposer un prix de 70 € de producteurs, qui pourrait dire tous les fournisseurs, alors du coup les fournisseurs ils se fourniraient tous à ce prix-là, puisque ce serait un prix unique, quel que soit le niveau de production. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ce prix de 70 €, il est vrai aussi au moment des pics de production. Mais l'État, il subventionne les producteurs qui produiraient à perte, de manière à leur faire gagner un petit profit. Et ça serait plus malin, parce que de fait, on sortirait du marché européen de l'électricité, mais on ne remettrait pas forcément en cause la concurrence. On ne serait pas obligé de nationaliser, donc d'exproprier les producteurs privés. On les subventionnerait lorsqu'ils produisent à perte, et on les taxerait lorsqu'ils feraient beaucoup de profit. Voilà, ça c'est un mécanisme que je propose, qui va créer des réticences chez nos amis allemands, parce que eux, ils ne pourront pas avoir 70 € du mégawattheure. Ils ne pourront jamais avoir 70 € du mégawattheure. Ils seront obligés d'avoir plus parce qu'ils n'ont pas de nucléaire et ils n'ont pas beaucoup d'hydroélectricité. Donc ils sont coincés, les Allemands en fait. Mais c'est là où il faut faire un rapport de force. On ne peut pas juste attendre l'autorisation des Allemands pour gérer nos services publics. Enfin, je veux dire, c'est juste, on marche sur la tête. Donc il faut imposer à la Commission européenne la régulation du prix par l'État et
ce mécanisme de subvention-taxation qui permet que tout le monde puisse gagner un peu, mais pas beaucoup. Voilà. Laurent, est-ce que c'est un rapport de force qu'on peut mener actuellement? Moi, j'aurais un peu tendance à dire que c'est un peu tard parce que c'est un rapport de force qu'il aurait fallu mener avant que le texte sur la réforme de l'électricité passe à la moulinette de la Commission et du Parlement. Parce que maintenant, on en est à un état d'avancement où finalement on va changer quelques trucs cosmétiques. La logique du marché ne sera pas remise en cause. Et tout ça, c'est précisément parce qu'on n'a pas fait le rapport de force. C'est toujours comme ça avec Macron, c'est du blabla. Il fait des annonces, il dit je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais rapprocher le coût pour le consommateur du coût du producteur, vous allez voir ce que vous allez voir. Et il ne se passe rien. Et j'allais dire, on se fait avoir. Voilà, excusez-moi, j'étais presque sur le point d'employer un autre terme, et à la fin, on se fait avoir. Ce qui fait que, alors, attention, c'est pas parce que je dis que maintenant c'est un peu tard qu'il faut se décourager. Parce que dans ce cas, on arrête de faire de la politique. Hein. C'est pas parce que le prédécesseur ici est mal pris que ça doit nous peser dessus jusqu'à la fin des temps. Imaginons que nous ayons un gouvernement qui soit un petit peu moins bridé par ses œillères idéologiques et par sa peur panique de détricoter l'unité européenne, c'est-à-dire de déplaire aux Allemands, quoi, en gros. Hein. Si on avait un gouvernement qui avait les intérêts de la France, d'abord, de la France et des Français, comme première priorité, notamment sur la question fondamentale de l'énergie, eh bien, il faudrait reposer ça. Notamment pour obtenir des concessions visant à obtenir une régulation qui soit un peu moins décorrélée du prix du gaz et qu'on instaure, c'est l'idée que tu suggérais dans ton propos, David, une péréquation. Voilà. Parce qu'en fait, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même débat. C'est est-ce qu'on met le marché avec sa super concurrence libre et non faussée, mais sur le marché de l'énergie, totalement artificiel, dézinguer le producteur historique et nous empêcher de profiter de nos investissements, ou est-ce qu'on choisit le service public? Et moi, la réponse que j'apporte, et que, alors là, pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui devrait faire l'unité à gauche. Il n'y a pas grand-chose, c'est pas tous les sujets qui font l'unité à gauche. Il y a quelques points de divergence, on va dire, par-ci, par-là, mais au moins, sur la question de remettre en place un service public de l'énergie et de l'électricité en France, je pense qu'on pourrait tous s'accorder là-dessus, quelle que soit la date à laquelle on signera le programme commun pour l'emporter aux prochaines élections. Parce que tout le secret, il est là. Effectivement, dans le cadre d'un service public, mais c'est comme pour le ferroviaire. Par exemple, dans le cadre du ferroviaire, une fois que on avait amorti la grande vitesse Paris-Lyon, eh ben, avec tout le fric supplémentaire que ça procurait, là, on utilisait le fric de la grande vitesse Paris-Lyon pour financer les petites lignes infrarégionales, pour financer les TER, pour financer les petites lignes déficitaires, comme on dit. Et ben, ce service public, il a été brisé par la logique néolibérale européenne. Et ben, il a été brisé aussi sur la question de l'énergie, où effectivement, on pourrait tout à fait avoir un coût moyen garanti à long terme, c'est-à-dire sécurité pour les consommateurs, prévisibilité et compétitivité pour les entreprises. On pourrait avoir tout ça grâce au service public en France, mais ce qui manque, c'est de la volonté politique. Merci beaucoup à Laurent et David pour le débat. Je vois que l'heure tourne, mais on a encore 10 minutes pour prendre des questions de la salle. Une petite question quand même. On sort un peu de deux exposés avec l'impression que finalement il y a un fort antagonisme des intérêts divergents entre la France et l'Allemagne. Vous avez un peu terminé là-dessus. On a l'impression que les préconisations que vous faites vont nous porter vers une opération d'antagonisme entre nos deux pays. Alors je suis d'accord qu'il y a des grandes différences, notamment ici.
mais vous n'avez pas vraiment parlé en fait de, avec ces augmentations de prix de l'énergie, en fait, il y a énormément d'argent qui va dans la poche d'actionnaire, j'imagine. Il faut bien que ça aille quelque part, cet argent. Donc ça va dans la poche d'actionnaire. La vraie divergence est Redef, ça dans celle de l'État. Elle est fondamentalement entre les deux et les actionnaires qui ramassent tout. Alors, alors comment on peut régler cette question? Est-ce qu'il n'y a pas une... Alors, j'ouvre une petite... Je ne sais pas si c'est possible, mais idéalement, je rêverais qu'on trouve un système qui fasse des prix identiques en France et en Allemagne, où on partage un peu ou au moins partiellement les erreurs du passé. alors, merci pour cette question. Il y a les profits des uns sont les coûts des autres. Et ceux qui perdent beaucoup aujourd'hui avec le marché européen de l'électricité en France, ce sont les industriels français. Et donc, les capitalistes sont dans les deux camps, dans le camp des gagnants et dans le camp des perdants. Je pense qu'on ne comprend pas d'ailleurs. Moi, j'ai débattu hier sur BFM Business avec un représentant du lobby patronal, il fait définir comme ça, et il était contre le marché de l'électricité. Parce qu'il disait que ça décourage tout un ensemble d'entreprises. Maintenant, oui, on pourrait travailler, collaborer avec les Allemands. Mais comme l'a très bien souligné Laurent tout à l'heure, les Allemands ils ont pris une stratégie qui est énergie renouvelable, gaz. Nous, on a une stratégie énergie renouvelable, nucléaire. Et la stratégie énergie renouvelable, gaz sera toujours plus coûteuse pour le consommateur que énergie renouvelable, nucléaire. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que les Allemands, comme ils ont adopté cette stratégie, qui par ailleurs est conforme aux souhaits populaires, les citoyens allemands ont voté pour sortir du nucléaire à plusieurs reprises. Ça ne vient pas de nulle part. Et eh bien, ils n'ont pas envie que dans un marché concurrentiel dans lequel les coûts de production et le coût d'énergie est un élément important de la compétitivité, ils n'ont pas envie de voir se désindustrialiser. Ils sont en train de se désindustrialiser rapidement, les Allemands, à cause du coût de l'énergie qui ne leur est plus favorable. Et donc, ça les embête. Et ça, je suis désolé, mais c'est un fait national. C'est pas uniquement les peuples. Ça les embête beaucoup que les entreprises industrielles françaises puissent avoir un prix d'électricité plus faible. Ce qui par ailleurs aujourd'hui n'est pas le cas, parce que malheureusement aujourd'hui on est dans le marché européen de l'électricité et le prix de l'électricité est indexé sur le coût du gaz en France encore aujourd'hui, parce que ça n'a pas changé, c'est ce qui a été très bien dit par Laurent. Il n'y a pas eu de vraie réforme. Et si on faisait la réforme que nous proposons, on se heurterait aux intérêts allemands, aux intérêts des industriels allemands, mais on serait bénéfique aux industriels français, c'est ça le paradoxe. Donc le fait national, on ne peut pas l'évacuer comme ça. Oui, alors effectivement, c'est vrai qu'il faut... alors le pouvoir de l'actionnaire en régime capitaliste, il n'est pas loin d'être absolu, mais il est quand même effectivement en partie relatif, parce que, comme le disait David, il y en a qui se font avoir dans l'affaire. Et tu parlais d'un entretien que tu avais eu avec un représentant de lobby patronal, mais si ma mémoire ne me trompe pas, dès l'année dernière, aux universités de rentrée du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, himself en personne, avait demandé qu'on en finisse avec cette manière insensée de tarifer l'électricité. Parce qu'on a encore en Europe énormément d'industries électro-intensives, notamment pour ce qui concerne la métallurgie, toute la chaîne de valeur de la métallurgie, que ce soit la production d'aluminium jusqu'aux voitures qui utilisent beaucoup de métal, etc., qui sont en train de couler. Les coûts de production qui sont infligés, y compris au cœur battant, n'est-ce pas, de la compétitivité et du rayonnement économique européen, c'est-à-dire la Rhénanie, l'industrie automobile métallurgique allemande, sont terribles. À tel point que les ventes et la production des principaux producteurs d'automobiles, Mercedes, BMW, Volkswagen et Audi, ont toutes baissé sur le premier semestre 2023, et à des pics allant jusqu'à moins 30% de production. Parce qu'ils ne s'en sortent pas sur les coûts. Et effectivement, là où ils sont coincés et où ils aimeraient bien
C'est un peu comme quand on est condamné à mort. On aimerait bien qu'il y ait un condamné à mort avec soi pour pouvoir... ça soulage un peu, quoi. Hein. Et ils aimeraient bien qu'on meure avec eux, mais moi j'ai pas envie, en fait. C'est pas du tout mon truc. Et effectivement, les Allemands, ils sont coincés parce que ils veulent pas revenir sur leur choix du gaz. Mais s'ils revenaient sur leur choix du gaz et qu'ils passaient à un mode de production qui aboutit au final à un coût beaucoup moins que celui des hydrocarbures, on n'aurait pas tous ces problèmes. On n'aurait pas tous ces problèmes. Et le problème des Allemands, c'est que, et le problème de l'Europe, et notre problème, puisqu'on reste dans le marché de l'électricité, c'est que selon les prévisions d'Engie, les coûts du gaz seront durablement entre 2 et 3 fois supérieurs à ceux d'avant 2019 jusqu'à horizon 2027. Et là, on voit les prix du pétrole qui recommencent à monter, qui ont refranchi la barre des $90. Et ça sur le baril, et ça a une répercussion quasi instantanée sur les prix du mégawattheure de gaz, hein, parce que les deux sont corrélés. Donc en fait, on est une économie qui veut se décarboner et dont l'énergie est corrélée sur du carboné. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et effectivement, il y en a qui en profitent. Et notamment l'État, actionnaire d'EDF, hein, puisque EDF fournit son électricité aussi en partie au prix du marché, en enlevant la reine. Hein, oui, voilà, mais ils ont eu beaucoup de pertes. Mais il y a aussi les énergéticiens, les Total, les Engie, etc., les Total Energy, etc., qui se font effectivement beaucoup d'argent, même si on leur prélève une taxe exceptionnelle pour financer les boucliers tarifaires. Oui, moi je vais intervenir justement sur le rapport à l'Allemagne. Moi j'ai entendu ce discours, mais nos amis allemands, on devrait bien arriver avant les convergences d'intérêts. Mais c'est absolument pas leur vision. Si on montre ça de la gauche française, en tout cas les socialistes, moi j'ai voté contre quand on a lu ces votes, nous expliquait qu'il fallait accepter la dérégulation des services publics, que le marché allait permettre de réguler, de faire des services publics, etc. L'Allemagne a organisé de manière structurelle, et je vous invite à lire le livre de l'école de guerre de lui, depuis plus de 20 ans, l'affaiblissement du nucléaire et de l'énergétique française, car c'était pour eux le talon d'Achille de compétitivité. Et pendant ce temps-là, si, moi je vous dis très franchement, on aurait un niveau élevé de SMIC, on aurait des garanties salariales, et une vraie convergence salariale sur d'autres critères, ou des convergences fiscales, c'est-à-dire qu'on taxe réellement les profits, etc., on pourrait s'interroger sur les convergences de redistribution, sur d'autres paramètres. Mais on nous dit, vous coûtez trop cher pour les services publics, vous coûtez trop cher sur les prix salariales, vous avez la retraite à 60 ans. Vous coûtez pas assez cher sur l'électricité. C'est trop cher, pour être compétitif, il faut tout sacrifier. Le circuit sur lequel on était compétitif, il faut capitaliser. Il faut que ce soit plus cher. Il y a un vrai problème majeur que je crois que c'est bien. Je voulais vous poser une question, parce qu'il y a un autre sujet de la souveraineté. C'est que les Allemands ont fait Paris qu'avec les Russes, ils avaient pas de bombe à l'aile. Et que les Russes ont vendu toujours du gaz. Nous, on disait, il faut que l'Europe soit souveraine. Comme on n'a pas de carburant fossile et autres, et qu'on sait que qu'il y a des pics de non-utilisation, on était pour la recherche d'un mix énergétique de souveraineté. C'était partagé. Ils ne l'ont jamais voulu parce qu'ils avaient pas de ressources. Donc je vais dire concrètement où on en est de l'exception espagnole portugaise sur comment sortir ou pas pendant combien de temps, quels sont les critères. Sur l'Espagne et Portugal ou tu veux que je fasse? Je préfère que tu fasses dire deux, trois trucs. L'Espagne a été quand même un livre de globalisation. Pas seulement. Je dis à un moment, tu t'y reprendrais pas. Je voudrais savoir où ça en est. Où ils en sont aujourd'hui et c'est décidé. Alors pour l'Espagne et le Portugal, ils sont pas vraiment sortis du marché européen de l'électricité complètement. Ils ont eu le droit de subventionner leur gaz de manière à faire baisser les tarifs. C'est-à-dire qu'ils ont eu une dérogation
en vertu du fait qu'ils sont peu interconnectés au reste du continent. Faut comprendre, l'Espagne c'est un peu comme l'Allemagne, hein, c'est-à-dire c'est essentiellement de l'ENR, mais qui fonctionne un peu mieux parce que le solaire fonctionne finalement mieux que l'éolien dans le sens où il est moins intermittent. Mais ils ont aussi beaucoup de gaz qu'ils importent directement d'Afrique. Et donc, pour préserver leur compétitivité, ils ont subventionné le prix du gaz de manière à ce que, comme c'est pareil, hein, le tarif d'électricité est corrélé au prix du gaz, si on subventionne, ils n'ont pas été directement affectés par la hausse du prix du gaz liée à la fin des gazoducs, vu qu'ils s'approvisionnaient d'une autre manière. Mais ils gardent le mécanisme, le même mécanisme. Seulement en subventionnant le prix du gaz, eh bien, on arrive à faire baisser le prix global de l'électricité. Alors, il y a un autre aspect. C'est effectivement essentiellement ce que vient de dire David, qui a abouti à ce qu'on parle d'une sortie du marché de l'électricité de l'Espagne et du Portugal, mais il y a un deuxième élément qui a été intégré dans cet accord entre Bruxelles et Madrid et Lisbonne, c'est une formule dans la tarification qui comporte le prix des énergies non marginales, c'est-à-dire non gaz. Ah oui. Il y a une formule mathématique sur laquelle ils se sont mis d'accord, parce que l'Espagne et le Portugal disaient, en gros, si vous nous passez au mégawattheure de tous les autres, et notamment des Français qui sont plus riches, des Allemands qui sont plus riches, on est mort. Il y a 10 millions de personnes qui font faillite d'un coup parce que les tarifs réglementés sont beaucoup plus soutenus en Espagne. Et donc ils ont réussi effectivement à avoir une formule en deux équations. La première, c'est on limite l'impact du gaz en permettant ce mécanisme qu'a décrit David. Mais la deuxième, c'est qu'on calcule une partie du prix du mégawattheure sur la base du coût moyen du mix énergétique espagnol. Et donc, gaz cher, mais aussi solaire pas cher et nucléaire pas cher. Et c'est pour ça que depuis que cette dérogation a été accordée à la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal, ils ont une facture d'électricité qui est entre 20 et 30% moins chère que les autres. D'autres questions? On peut prendre deux questions. Vous avez parlé de la disparition de Marcel Boiteux. Disparition de Marcel Boiteux. Alors, ce que je voulais savoir, c'est Marcel Boiteux, pas seulement pour la construction du parc nucléaire, mais pour le modèle de tarification publique qu'il a inventé. je peux répondre. Parce qu'en fait, quelque part, avant la question nucléaire, C'est un tarif marginal en fait. Oui. Qui a fonctionné et qui a donné des résultats très efficaces. Enfin, par comparaison, EDF a été en termes d'industrie électrique, à partir des années 60, des industries les plus productives, avec un modèle qui ressemble à une maximisation du surplus collectif, qui n'est pas du tout fondé sur un indicateur, enfin, alors là ça peut discuter, mais c'est pas sur un indicateur de prix où il y aurait une incitation, mais une question de tarif public qui suppose une différente conception. Alors après, ce système a fonctionné et l'esprit public de ce système, à mon avis, aussi a aidé à faire fonctionner au succès du parc nucléaire, de sa construction, pas du tout alors après... Donc la question. La question c'est qu'est-ce que vous en pensez de ce modèle? Pourquoi on l'a détruit? Oui. Est-ce qu'on l'a détruit parce qu'il montrait justement qu'il était plus efficace dans l'activité, dans la fiscalité, pour une industrie qui est un bien essentiel en fait? Et est-ce que ce modèle n'aurait pas un avenir maintenant que l'électricité est un bien essentiel, encore bien plus que la nucléaire, puisque l'électricité c'est l'énergie de substitution principale des fossiles. Et en quantité moins, donc on n'aura plus une abondance. Il y avait encore quelqu'un, non? C'est d'autres questions.
salariés. Donc je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur le nucléaire, etc. Et je vais prendre le parti anti-nucléaire pour avoir une réaction à la question. Je pense qu'une des raisons du refus du nucléaire dans beaucoup de pays, c'est la question du stockage aussi, parce que le royaume, ça met des milliards d'années à se désintégrer. Pas des milliards, pas des milliards. Des milliers. Des milliers, oui. Et en fait, l'uranium, c'est pas la seule molécule qui est radioactive. Il y en a d'autres qui utilisent notamment des mecs à Marie Curie et qui sont encore plus puissantes dans leur radioactivité. Donc il y a le polonium, il y en a d'autres, la découverte, etc. Et je pense que la question du stockage est quand même importante sur le long terme, à la fois sur les effets dans les sols, sur la santé, etc. Sur les coûts. C'est un gros enjeu sur lequel je trouve qui est important. Je suis pour le nucléaire, mais je pense que vraiment il faut réfléchir. Et du coup, je vais avoir votre avis sur la question. Alors, je vais répondre d'abord sur Boiteux et son tarification. Alors ce qui est intéressant, c'est que Boiteux et d'autres d'ailleurs, il y avait aussi, j'ai oublié, enfin ils étaient des économistes polytechniciens qui avaient réfléchi sur la tarification et qui s'étaient inspirés de la théorie économique pour dire qu'il fallait prendre en compte le coût marginal dans la tarification. C'est là qu'est venue la question des heures creuses, des heures pleines. Et qu'on a fait des contrats encore plus sophistiqués pour les industriels, mais ils raisonnaient dans le cadre d'un monopole. C'est-à-dire que leur objectif, c'était effectivement de minimiser les coûts en ne lançant les centrales électriques les plus coûteuses qu'au moment des pics, et en faisant payer plus cher aux consommateurs, à l'utilisateur, des tarifs plus importants au moment des pics aussi, avec ce principe-là. Et alors ce qui est amusant, c'est que ça vient de la théorie économique, cette histoire de coût marginal, et lorsqu'on a créé le marché européen de l'électricité, le discours qui a été porté, et qui est encore aujourd'hui porté par les spécialistes du marché européen de l'électricité, c'est de dire que le marché européen de l'électricité fait la même chose que Ramsay-Boiteux. C'est-à-dire qu'ils nous disent que c'est la même chose. Or, ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça que j'ai dit que la tarification des prix actuels n'est pas au coût marginal. C'est au coût de capture. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un régime monopole que celui de Boiteux, et donc la même logique se traduit par des effets très différents selon qu'on est en concurrence ou en monopole. Et tous ces gens qui se revendiquent de Boiteux, et tous les libéraux d'ailleurs se revendiquent de Boiteux, ils ont totalement oublié de dire qu'ils étaient contre la libéralisation du marché de l'électricité, parce que justement, ils savaient qu'une centrale a des coûts de production, au coût marginal, mais elle a aussi des coûts fixes, et qu'elle ne peut pas faire faillite si elle ne vend pas au-delà de son coût de production, donc du coût marginal. Et que ça veut dire que les tarifs réels seront bien plus élevés dans un système concurrentiel que dans un système au monopole. Voilà, donc on a des allers-retours entre la pensée économique et Boiteux, mais on a un Boiteux perverti aujourd'hui, dans le mécanisme actuel. Et peut-être que tu peux répondre pour... Ils ont fait boiteux, quoi. Voilà. Alors, sur la question des déchets, alors, il y a une première approche qui est normale, qui est humaine, qui a été la mienne, qui est celle de tout le monde. C'est que, effectivement, si tu te rapproches à moins d'1 mètre d'un dé à coudre de plutonium sorti d'un réacteur nucléaire, il te reste 1 heure à vivre. C'est clair, hein, c'est vrai. Hein. C'est hyper dangereux. Un déchet radioactif, les déchets ultimes, parce qu'il y a une partie qui est réutilisée. Et d'ailleurs, il y a une plus grande partie qui pourrait être davantage réutilisée si on bossait sur d'autres technologies de réacteurs nucléaires qui ont été abandonnées grâce à qui ? Grâce aux écologistes. Et à Macron. Et à Édouard Philippe. C'est Édouard Philippe qui a fermé le réacteur expérimental Astrid. Mais toujours est-il que c'est normal qu'en tant que citoyen, on soit, que ça fasse peur. Et qu'il faut prendre en compte la dimension sûreté, risque que ça représente. Sauf que premièrement, ce fameux dé à coudre de plutonium produit par les déchets produits par les centrales. Alors la demi-vie c'est 25 000 ans, c'est pas des milliards d'années, bon 25 000 ans c'est vrai que c'est beaucoup, mais c'est pas des milliards, c'est un peu moins. Alors dans notre horizon c'est vrai que ça fait pas mal, mais c'est pas la catastrophe pour autant, parce que si tu t'éloignes un peu de cette source de radiation,
assez rapidement, tu n'as plus aucune chance d'y passer. Tu reçois quelques neutrons qui te pulvérisent l'ADN, là, mais ça arrive des millions de fois dans le corps humain sans qu'on ait besoin de s'exposer à des sources radioactives. Et il faut savoir que la question des déchets, tu vois le vieux port de Marseille, tu vois le toit, la toiture, la taille des déchets nucléaires de toute intensité, hein, qui a été produite par la France depuis le démarrage de son programme nucléaire il y a 50 ans, c'est un cube de la taille du paravent du vieux port de Marseille. Donc c'est pas si énorme en fait, hein. Et il y a des moyens technologiques de contenir les émissions qui sont certes fortes, hein, mais qui décroissent avec le temps. Et le plutonium n'est qu'un déchet nucléaire. L'essentiel des déchets nucléaires, leur demi-vie, c'est quelques années ou quelques dizaines d'années. Et pour ça, on a le stockage. Je suis désolé. On nous dit n'importe quoi, le stockage, on va contaminer des terres. Mais les terres, enfin les roches, notamment dans le coin de la Meuse, là, où ils ont fait leur sondage et où ils ont fait leurs études de durabilité, elles n'ont pas bougé depuis 900 millions d'années. Pas d'un poil de millimètre. Enfin si, un poil de millimètre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si elles n'ont pas bougé depuis des centaines de millions d'années, et que, a priori, sauf à ce qui est, y a, là pour le coup, une bombe atomique qui tombe dessus, pile, elles ne bougeront pas plus d'ici les prochaines centaines de millions d'années. Donc il y a moyen de se débarrasser, en fait, hein, progressivement, des quantités radioactives émises par les déchets des centrales, mais il y a surtout moyen de valoriser davantage en changeant de technologie. Et ça, c'est la question des surgénérateurs. Je précise, les surgénérateurs fonctionnent en Russie. Il y a déjà une centrale à surgénération qui recycle les déchets pour produire de l'énergie, qui est en service en Russie. Et nous, on est en retard parce qu'on a fermé Superphénix, on a arrêté le programme Astrid, et il y a évidemment aussi la question de la fusion nucléaire. Mais ça, c'est encore un autre débat. Ouais. Non, mais juste pour compléter, toutes les énergies, tout le système de production énergétique pollue. Évidemment, le gaz et le charbon, ça produit du CO2. Et le CO2, c'est une pollution globale, alors que les déchets nucléaires, c'est une pollution locale. Et ça, je pense que déjà, ça favorise plutôt le nucléaire. C'est-à-dire le CO2 émis d'un dossier, on ne peut pas le récupérer. Les déchets, on peut les déplacer, on peut les récupérer, on peut les stocker, on peut les gérer plus facilement. Les éoliennes et le photovoltaïque ont une autre forme de pollution, c'est une pollution de type foncière. Parce qu'il faut tellement d'éoliennes pour produire suffisamment d'électricité qu'on prend beaucoup de place dans des champs d'éoliennes qui sont très grands, qu'on a besoin également de beaucoup de béton pour faire des éoliennes. En fait, il faut beaucoup plus de béton pour faire des éoliennes qui produisent moins d'énergie que d'une centrale nucléaire, mais beaucoup plus. Le béton, c'est et en CO2. plus, on a besoin de plus de cuivre. Voilà, le béton c'est CO2, le cuivre c'est CO2 parce qu'il faut créer un réseau de transport de l'électricité qui couvre une surface énorme. Alors que quand on produit beaucoup d'électricité sur un point fixe, on a besoin de moins de routes et de cuivre. De moins de fils, quoi. Et quant au photovoltaïque, pour moi, le vrai problème, c'est qu'il est en concurrence avec les terres cultivables. Et moi, je suis scandalisé quand je prends parfois le train en France, notamment au sud de la France, et que je vois des champs de photovoltaïque, là où on pourrait avoir des vignes. On ne peut pas. D'autres, il y a des endroits où clairement... Des vignes. On voit des vignes, et tout d'un coup, il n'y a plus de vignes, et il y a des panneaux photovoltaïques. Et je pense qu'on ne peut pas se permettre de mettre des panneaux photovoltaïques là où il y a des terres arables. Et du coup, ça veut dire sur les toits des bâtiments, dans les parkings, etc. Donc ça, c'est très très bien. Mais on ne va pas pouvoir étendre le photovoltaïque partout. On va s'arrêter là. Merci à vous deux pour le débat. Et voilà, dans 5 minutes, on va reprendre ce débat travail et salaire avec Manuel Niemann, Philippe Panosian-Goulet. Donc venez nombreuses et nombreux et on continue dans 5 minutes. Merci.